Téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, merci et bienvenue dans votre émission Dimanche Invité. Ce dimanche, nous recevons le professeur Franklin Nyamzi qui passe dans cette émission pour la deuxième fois. Franklin Nyamzi est président de l'Institut de l'Afrique des libertés, non moins panafricaniste et également écrivain, professeur. Merci de répondre pour la deuxième fois à notre invitation. Merci et bonjour au public, me dit-on de plus en plus élevé, important et chaleureux de Renouveau FM et TV. Professeur, je vous présentais tout à l'heure comme étant le président de l'Institut de l'Afrique des libertés. Vous défendez une Afrique libre, vous défendez tout court les libertés. Est-ce que aujourd'hui vous pensez qu'un régime militaire peut vraiment rimer avec les libertés, puisque vous adoubez déjà les régimes militaires en cours sous notre tropique? Il faut, pour répondre à cette question, savoir qu'il y a deux sortes de coups d'État. Il y a ce qu'on appelle les coups d'État réactionnaires ou néocolonialistes et impérialistes. Il consiste pour une partie de l'armée d'un pays, aidée par des forces étrangères, à imposer la volonté de quelques-uns à tout le peuple. Ces coups d'État, c'est la tradition de la France-Afrique qui nous y a habitués, et cela fait que plusieurs des présidents civils et même des présidents militaires qu'on a eus sur le continent étaient en réalité des valets d'une domination venue de la traite négrière, de la colonisation, de l'impérialisme et de la néocolonisation. Mon cher monsieur Sidibé, il y a une deuxième catégorie de coups d'État. Ce sont les coups d'État révolutionnaires, ceux qui épousent les aspirations les plus larges d'un peuple en vue de réaliser un processus transitoire de refondation de l'État, de telle façon que celui-ci incluse davantage ceux qui ont été exclus et permettent un véritable renouveau. Hein. C'est pratiquement le nom de votre chaîne. Donc, la notion de régime militaire ne doit pas être appréciée de manière confuse, mais à partir de cette distinction conceptuelle. Quand un régime militaire est d'essence révolutionnaire, il a une légitimité historique, sociale et populaire. On l'a Vous vu ici le pensez déjà 14 que janvier. ces régimes en cours sont révolutionnaires, vous voulez dire c'est... Pour appliquer cette distinction conceptuelle, M. Oui. Sidibé, je pense par exemple que le régime militaire du Gabon est un régime réactionnaire, car c'est un coup d'État comme celui du Tchad qui a été abondamment applaudi par la puissance coloniale. C'est le cas des régimes de M. Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, de tous les régimes qui se sont installés par la fraude électorale et contre la volonté et de la plus large part de la population. Mais les coups d'État qui ont eu lieu au Mali, Oui. au Burkina Faso et au Niger sont quant à eux révolutionnaires, car on voit bien que ces coups d'État ont été portés par une large majorité du front social, et c'est là que leur légitimité fait qu'il ne faut pas les confondre avec les précédents. J'ajoute une chose, Oui. pour clore la question des coups d'État militaires. Il n'y a aucune grande démocratie, soi-disant donc occidentale, si on veut les prendre comme modèle, qui n'ait été fondée par des militaires. Étudier l'histoire de la guerre de sécession américaine. La démocratie américaine est née de la guerre. Ce sont les militaires qui ont fondé cette démocratie. Regardez l'histoire de la 5e République française. Qui est M. de Gaulle? Un rebelle. Quelqu'un qui va tenter de renverser le régime de Pétain, qui va s'enfuir en exil, qui va chercher parmi les Africains des colonies et auprès des Anglais et des Américains des renforts pour revenir renverser le régime de Vichy et chasser les nazis de France. En 1958, il va fonder la 5e République. Oui. Donc, il y a 15 présidents américains au moins qui étaient des militaires, des officiers. Et ils n'ont pas été moins présidents des États-Unis que les autres. Derrière votre question, je vois une espèce de préjugé que les militaires seraient des sous-citoyens qui n'ont pas le droit d'être présidents. Je ne crois pas à cela. Pas forcément, sauf qu'on a l'impression que les régimes militaires ont tendance à réduire un peu les libertés fondamentales des populations. Mon cher M. Sidibé, oui, appliqué à la notion de régime militaire, oui, la distinction entre le coup d'État civil et le coup d'État révolutionnaire. À partir de là, vous direz, et vous observerez que ce sont les coups d'État réactionnaires qui s'accompagnent de violations massives des libertés. Mais les coups d'État révolutionnaires s'accompagnent de restrictions de liberté en fonction du projet révolutionnaire. Le Mali est un pays en guerre. Oui. Le Burkina est un pays en guerre. Le Niger est un pays en guerre. Vous ne pouvez pas espérer que les libertés publiques soient respectées de la même façon dans un pays en guerre, c'est-à-dire en état d'exception, oui, que dans un pays en paix.
Donc, il y a des règles exceptionnelles qui peuvent s'imposer pendant des périodes de guerre. Et voilà pourquoi certaines restrictions de liberté ne sont pas liberticides, elles sont au contraire de nature sécuritaire. D'accord. Ces régimes militaires en cours dans cette sous-région, la CEDEAO, ont tendance aujourd'hui à déboucher sur un grand regroupement de gens qui, si il n'a pas vu le jour, qu'on appelle l'Alliance des États du Sahel. Quelle opportunité pour ces trois pays avec la naissance de cette Alliance des États du Sahel? Alors, l'Alliance des États du Sahel n'est pas un grand regroupement de gens. Il s'agit d'un regroupement de nations et d'États dont les dirigeants et les peuples ont une conscience de leur unité, de leur communion historique, de leur identité historique longue. Une identité historique qui date d'avant la traite négrière, d'avant la colonisation, d'avant la décolonisation et même la recolonisation ou la néocolonisation. Donc, identité historique commune. Les peuples sahéliens ont des traditions communes, une mémoire commune, ils ont des valeurs communes, valeurs de vérité, de justice, de solidarité par exemple, ils ont des valeurs d'hospitalité qu'ils veulent réaliser sur le terrain politique. L'autre chose, c'est que c'est une alliance qui répond à une urgence. Tout le Sahel a été attaqué depuis 2011 lorsque l'OTAN, s'appuyant sur deux organisations terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique, a organisé la déstabilisation de toute la bande sahélienne dans le but d'imposer aux États et au gouvernement du Sahel le repositionnement des bases militaires de l'OTAN ou globalement des puissances occidentales sur le continent. Le même projet aujourd'hui s'étend vers le golfe de Guinée où ils veulent à tout prix instaurer des bases militaires. Donc l'Alliance répond à un défi sécuritaire. Nous sommes, nous, Africains, d'Afrique noire notamment, collectivement attaqués. Quand vous êtes collectivement attaqués, vous devez vous unir et combattre ou périr. Oui, enfin, il y a un troisième objectif de l'Alliance. Attention, cette alliance doit rendre à l'Afrique noire sa souveraineté économique, ce qui passe par le démantèlement de la monnaie néocoloniale CFA. Enfin, quatrièmement, cette alliance doit rendre à l'Afrique noire une puissance qui soit l'embryon des États-Unis d'Afrique qui ont été théorisés depuis plusieurs décennies par les Nkrumah, les Sankara, les Cabral, les Lumumba, les Oumniobé, les Modibo Keïta. On est en train d'assister à la réalisation du plus grand rêve politique des Africains. Sauf que nombreux sont des Africains qui ne partagent pas votre optimisme déjà, quand on sait que tous les États de cette alliance ont un dénominateur commun, c'est-à-dire ils sont tous dirigés par, si vous voulez, un régime issu d'un coup d'État qui peut paraître comme une sorte de conjoncture. Si la conjoncture change et que nous rentrions dans un autre contexte, l'alliance peut avoir un avenir un peu confisqué. Je ne partage pas votre avis. D'abord, premièrement, parce que ceux qui pensent ce que vous venez de dire ne sont pas majoritaires. Et deuxièmement, il faut bien remarquer que le seul mode ultime par lequel va être vérifiée la légitimité politique d'un gouvernement, ce sera le moment où les peuples choisiront. Mais écoutez, dans des pays de la CEDEAO, oui, est-ce que les processus électoraux ont été exemplaires? Les présidents civils, mais de la Côte d'Ivoire, par exemple, est-ce que ce sont des présidents qui ont été régulièrement élus? Quand vous allez regarder au Cameroun, quand vous allez regarder au Gabon, quand vous allez regarder au Congo, vous allez regarder au Tchad, vous allez regarder ce qui se passe actuellement au Sénégal, ce qui se passe en Guinée-Bissau, est-ce que vous ne voyez pas que globalement, l'argument qui consiste à tenter de présenter les régimes militaires révolutionnaires comme étant le problème est une tentative de voiler le fait qu'en fait, toute la sous-région, y compris ces organisations régionales, souffrent d'un déficit de légitimité politique des institutions. Mais quand on regarde entre un gouvernement civil de putschistes, un gouvernement militaire de putschistes réactionnaires et un gouvernement militaire de putschistes révolutionnaires, M. Sidibé, il n'y a pas photo. Il est préférable à un peuple d'avoir un gouvernement militaire révolutionnaire, c'est-à-dire qui travaille pour rendre l'État et le bien public aux populations, que d'avoir un gouvernement civil, putschiste réactionnaire, ou un gouvernement militaire réactionnaire. Donc, quand on est dans une situation difficile, oui, il faut apprendre à accepter la solution, certes, la plus
avantageuses, même si celle-ci s'accompagne de sacrifices. Sinon, je n'étais pas en train de faire une comparaison à ce Non, mais niveau. c'est ce que j'ai compris. C'était justement de chercher à savoir est-ce que un probable, si vous voulez, changement de contexte ne pourrait pas jouer sur l'avenir de cette alliance déjà Pas du tout. dans l'un ou l'autre pays. À mon avis, ça serait une erreur de la part des pays membres de cette alliance ou des leaders de changer d'avis parce que le contexte aurait changé. Je donne quelques exemples pour illustrer ce que je veux vous dire, M. Sidi. Oui. Il y a à un moment donné le gouverneur de la BCAO qui se promène et qui essaye de donner à gauche et à droite des petits cadeaux de la BCAO parce qu'il a appris que les États de l'Alliance des États du Sahel se préparent à se doter d'une monnaie. Oui. Mais écoutez, le franc CFA, c'est la monnaie qui a maintenu 15 pays africains en situation de sous-développement structurel. D'accord ? Quel que soit le changement de contexte, on ne se développera jamais avec le franc CFA. Il n'y a pas un seul pays de la zone franc CFA qui se soit convenablement développé. Donc, deuxième élément très intéressant, l'Afrique sera toujours l'objet d'entreprises terroristes. Il faut nous attendre, Africains, à être régulièrement attaqués par des gens qui veulent notre or, notre pétrole, notre gaz, notre manganèse. Ça sera comme cela jusqu'à ce que la terre, éventuellement, ne soit plus terre. Il s'ensuit que puisqu'on nous en veut collectivement, puisqu'on veut faire des Africains des citoyens inférieurs sur cette planète, nous devons constituer des puissances régionales, continentales suffisantes pour que nos enfants, M. Sidibé, ne connaissent pas l'humiliation que nous avons connue et les humiliations encore pires que nos parents, nos arrière-grands-parents ont connues. Donc, attention, il ne faut pas suivre le sens du vent, il faut suivre le sens de l'histoire. La création d'une monnaie à IS aujourd'hui est nourrie aujourd'hui, l'idée est nourrie par une certaine opinion de cette partie de la CEDEAO déjà. Est-ce que vous pensez que ce rêve-là est réalisable ou il s'agit simplement d'une simple utopie? L'idée n'est pas nourrie par une certaine opinion, elle est nourrie par une opinion certaine. Oui, mais elle est rejetée par une certaine opinion également. Elle est rejetée par une certaine opinion, oui. Mais c'est une idée fondée par une opinion certaine. Vous notez bien l'inversion. Oui. Pourquoi? Je vous ai montré que le franc CFA, qui est une monnaie appartenant à la Banque de France, a été conçu pour maintenir les États africains en situation de sous-développement, assurer la fourniture en matières premières gratuite à l'économie française pour sa puissance industrielle, son rayonnement international, et imposer des pseudo-démocraties dont les élites sont choisies à Paris et non pas par les peuples. C'est un système néocolonial, le franc CFA. Par conséquent, quand on dit qu'il faut en sortir, ce n'est pas par sentiment simplement, comme on dit pour certains anti-français, il s'agit d'un raisonnement logique et historique. Il faut cesser de mettre sur le même pied d'égalité des gens qui pensent que les Africains doivent continuer de dépendre de la banque de l'ancienne puissance coloniale et ceux qui estiment, ce qui est de bon sens, qu'il est temps que les Africains gèrent entièrement tous les attributs de leur souveraineté. La raison certaine est du côté de ceux qui veulent s'assumer. Ça ne sera pas facile non plus. Je suis d'accord avec vous pour dire que ce n'est pas parce que nous aurons une monnaie africaine souveraine qu'il n'y aura pas de problèmes économiques. Mais qu'est-ce que c'est qu'un grand peuple? Qu'est-ce que c'est qu'un grand homme, une grande femme? Ce ne sont pas des gens qui fuient les difficultés, ce sont des gens qui les affrontent. J'aime à dire le mot que je lisais souvent sur les livres de mathématiques dans mon pays natal, le Cameroun, ou bien les difficultés brisent un homme, ou bien elles achèvent de le rendre plus fort. N'oubliez pas qu'il va falloir que nous pilotions nos propres monnaies, que nous nous trompions, que nous nous corrigions. Il va falloir que nous nous regardions dans une glace et assumions nos turpitudes dans l'histoire. Nous avons vu que vous, personnellement, vous avez été reçu en grande pompe par les autorités de certains pays de l'AES. Quelle est la nature déjà de la relation que vous entretenez avec ces autorités de l'AES? Je vous remercie pour cette question, M. Sidibé. L'Afrique contemporaine souffre du terrorisme armé, qui est connecté, vous le savez, aux puissances impérialistes dont les appétits voraces n'ont jamais cessé de dévorer notre continent. Mais ce qu'on n'a pas vu, M. Sidibé, c'est l'existence du terrorisme scientifique. Car la plupart des sanctions inhumaines, illégales, criminelles, des sanctions absurdes qui ont été infligées aux pays qui veulent acquérir la véritable souveraineté, ont été montées sur la base d'études publiées par des pseudo-experts scientifiques, planqués tantôt à Londres, à Washington, à Paris,
je ne sais pas, à Genève, à Bruxelles, et dont les travaux sont pris comme des références dans les organisations internationales, les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO, pour punir les Africains. L'Institut de l'Afrique des libertés est un regroupement d'experts scientifiques avérés en tout domaine pour produire la validation épistémologique de la lutte de souveraineté africaine. C'est-à-dire que notre ambition, c'est de faire que les références scientifiques sur lesquelles les politiques vont bâtir le discours de la méthode qu'ils tiennent devant la population, ces références soient africaines. Il est hors de question, quand on veut parler de la paix, de la sécurité, de la liberté, de la justice en Afrique, qu'on aille constamment consulter ce que les experts de Paris, de Londres, ou etc. ont dit et qui a déterminé les décisions internationales. Nous sommes engagés à fournir le matériau scientifique, à fournir les analyses politiques qui vont servir de référence désormais au discours politique africain. Il s'agit de rendre la science endogène. Il s'agit de construire certains narratifs, n'est-ce pas? Alors, il ne s'agit pas simplement de construire un narratif. De construire, je veux dire. Il s'agit de le déconstruire, en Oui. effet. Déconstruire le narratif qui veut que la validation de nos institutions vienne constamment du Nord. Qu'elles viennent constamment des anciennes puissances négrières, coloniales et néocoloniales qui n'ont surtout aucune leçon ni de morale, ni de démocratie, ni de droits de l'homme à nous donner. Aucun pays africain n'a jeté de bombes atomiques contre un autre pays de cette terre. Aucun pays africain n'a génocidé plus de 6 millions de personnes parce qu'elles appartenaient à un groupe ethnique. Aucun pays africain n'a organisé 2 guerres mondiales dans lesquelles il a entraîné toute l'humanité. Le président Nicolas Sarkozy, dans une vidéo très célèbre, a dit très clairement « L'Europe est le continent le plus sauvage, le plus barbare de l'histoire de l'humanité ». Donc, comment M. Sarkozy peut-il d'un côté reconnaître que l'Europe est le continent le plus sauvage et le plus barbare d'un point de vue des pratiques historiques, et de l'autre côté, s'arroger le privilège qu'il a eu d'assassiner Mouammar el-Kadhafi, de détruire la Libye dans le cadre de la coalition de l'OTAN, de déstabiliser tout le Sahel au nom de la démocratie. Si l'Europe est barbare, oui, si l'Europe est la partie la plus cruelle et la plus sauvage de l'histoire de la Terre, pourquoi l'Europe se permet-elle de faire la guerre au nom de la démocratie et des droits de l'homme, alors qu'elle sait très bien qu'elle ne les respecte pas scrupuleusement? Cette contradiction, oui, nous sommes chargés, nous, intellectuels africains du monde entier, de la lever. C'est la décolonisation conceptuelle, M. Sidibé. Nous allons traquer toutes les notions par lesquelles, oui, on fait accepter à l'Africain qu'il doit être jugé du dehors. Nous devons apprendre à nous juger nous-mêmes, à nous critiquer nous-mêmes. Et surtout, et je suis d'accord avec vous, oui, nous devons apprendre à accepter que la pluralité des points de vue ne signifie pas la guerre. C'est ce que vous conseillez à ces autorités actuelles? Je le conseille. D'accepter l'opinion plurielle? Je le conseille à toutes les autorités africaines. Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu par le président Goïta, par le président Tchani, par exemple? Je crois que ces 3 présidents sont les meilleurs présidents africains de cet instant. Pourquoi? Parce que ce sont des présidents qui sont investis à rendre leur souveraineté à leur peuple. Rien n'est parfait. Rien n'est parfait au Mali, au Burkina, au Niger. Nous n'allons pas entrer ici dans une tentative dithyrambique d'utopiser une situation réelle qui connaît des problèmes qui peuvent persister. Ce qu'il faut dire, oui, c'est que l'orientation choisie par les dirigeants de l'AES est la raison pour laquelle ils sont les dirigeants les plus appréciés des Africains du monde entier. Faites des sondages, oui, comme le sondage de la Friedrich Ebert Stiftung 2022-2023. Écoutez ce que les Maliens ont scientifiquement dit, malgré les difficultés dans lesquelles ils sont. Le chômage est encore là. Les infrastructures publiques ne permettent pas encore de résoudre la demande sociale. Il y a des difficultés, mais les Maliens répondent qu'ils sont satisfaits, comme jamais ils ne l'ont été ces 30 dernières années, par le gouvernement du Mali Koura. C'est cela qu'il faut prendre en compte. La lucidité, mais non pas tenter de couvrir les difficultés. Nous devons les assumer et nous habituer à tolérer que tout le monde ne pense pas comme nous. C'est une règle pour tous les Africains et j'espère bien la pratiquer moi-même. Professeur, une question récurrente qu'on reçoit lorsqu'on annonce vous recevoir ici, oui, à Renouveau. Beaucoup d'Africains pensent que vous traitez l'Occident de diable alors que c'est là-bas que vous avez choisi comme lieu de résidence. Ces Africains qui le disent, oui, sont ceux qui n'ont pas compris que tous les peuples d'Europe n'ont pas à être considérés du point de vue qui est celui de la critique de la politique étrangère des gouvernements. La distinction conceptuelle claire
c'est qu'il ne faut pas confondre le peuple français et le gouvernement français. Le peuple français et la politique africaine de la France. Il ne faut pas confondre la politique occidentale en Afrique avec les peuples occidentaux. Notre perspective n'est pas celle de la guerre raciale. Je suis anti-raciste. Notre perspective est celle de la critique des pratiques politiques. Moi, je suis un critique des pratiques politiques. Mais l'Occident n'est pas que colonial. Il n'est pas que néocolonial ou impérialiste. Il y a aussi en Occident une histoire des libertés, une histoire de la résistance, une histoire du droit. Et un Africain cultivé doit savoir faire la part des choses entre la critique des politiques, des gouvernements successifs d'un pays quelconque et la contestation de l'humanité, mais d'êtres humains à part entière comme nous. Les Européens, les Occidentaux, les Africains, les Asiatiques sont tous des hommes. Tous les hommes, normalement et bien compris, selon notre tradition, sont frères. Professeur, est-ce que vous ne seriez pas plus utile à l'Afrique en Afrique qu'en Europe? En effet, c'est une question qui me plaît, d'autant plus que beaucoup d'Africains n'ont pas lu les 25 ouvrages que j'ai publiés et qui sont pour 90% des écrits sur l'Afrique. Il y a des Africains qui connaissent ma chaîne YouTube, Franklin Nyamsi Wa Cameroun, l'Afrique des libertés. Comme moi aussi. Ah mais bien sûr, vous la connaissez très bien. On en est maintenant à plus de 326 000 abonnés qui écoutent ce que j'appelle la distribution des pains spirituels de la liberté. Comment peut-on être utile à l'Afrique si ce n'est à travers ce travail de communication, d'éveil? Je suis d'abord un pédagogue de la citoyenneté, un pédagogue de la liberté, un pédagogue de la vérité, justice, solidarité, valeurs africaines. On n'a pas besoin d'être constamment assis sous un manguier chez nous à Bamako pour être utile à l'Afrique. On a besoin d'exercer, où que nous soyons dans le monde, la plus positive influence possible pour notre continent. Et je pense que bien que je passe une bonne partie de mes années, ces 25 dernières années en Europe, je n'ai jamais été aussi influent, aussi présent dans la vie des idées, dans mon continent natal, l'Afrique, que je le suis aujourd'hui. Je vous rappelle au passage, M. Sidibé, que je suis le fondateur du département de philosophie qui a existé à l'Université catholique du Mali de 2012 pratiquement à cette année. UKO. UKO. Oui. Et je venais ces 10 dernières années, au moins pendant un mois au Mali, tout en continuant à assurer mes enseignements en Europe. Il m'est arrivé de faire le tour de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique pour les mêmes causes. J'étais à Niamey la semaine passée. J'ai délivré une conférence au Palais des Congrès. J'étais à Agadez le jour d'avant. J'ai délivré une conférence. Je ne connais pas beaucoup d'Africains sur le continent qui font autant que moi. D'accord. Parlons d'un autre Africain, votre camarade Guillaume Soro, qui a déjà annoncé il y a quelques semaines avoir mis fin à son exil. Pourtant, il n'est toujours pas rentré dans son pays, en Côte d'Ivoire, comme on pouvait s'y attendre déjà, qu'il rentrait en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Guillaume Soro, qui n'est toujours pas en Côte d'Ivoire, qui a déclaré avoir mis fin à son exil. 3 entités, M. Sidibé, décideront du retour de Guillaume Kiwafori Soro, président du mouvement Générations et Peuples Solidaires, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire dans son pays. Premièrement, Dieu le Tout-Puissant. En tant que c'est lui qui est le maître de nos vies, de notre souffle de vie, et c'est lui qui veut ce qui finalement arrive à chacun d'entre nous, n'arrive à l'homme que ce que Dieu permet, dit souvent Guillaume Soro. Il y a un deuxième facteur fondamental, le peuple de Côte d'Ivoire, dont le plus grand devoir est de se libérer de la dictature de M. Alassane Dramane Ouattara. Usurpateur de la constitution ivoirienne, dont il a violé les articles 55 et 183 en instaurant un 3e mandat anticonstitutionnel. Et il y a bien sûr un 3e facteur, c'est Guillaume Kiwafori Soro lui-même, homme d'État en réserve de son pays. Lorsque ces 3 étoiles s'aligneront parfaitement, la volonté de Dieu, notre Créateur, la volonté du peuple ivoirien réveillé, et la volonté de Guillaume Kiwafori Soro et ses compagnons. Est-ce qu'il ne manque pas une autre volonté, celle d'Alassane Ouattara, qui a quasiment tendu sa main, qui pouvait rentrer en Côte d'Ivoire comme tout autre Ivoirien? Pourquoi Guillaume Soro n'a pas pu saisir cette main tendue du président Ouattara? Alassane Dramane Ouattara n'a jamais tendu la main à Guillaume Soro. Vous ne pouvez pas tendre la main à Guillaume Soro alors que vous emprisonnez depuis plusieurs années ses plus proches compagnons sur la base de motifs fallacieux. Vous ne pouvez pas tendre la main à quelqu'un à qui vous avez assigné une condamnation à perpétuité
une condamnation que vous ne levez pas, alors même que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a condamné ces condamnations. Vous ne pouvez pas dire que vous tendez la main à quelqu'un lorsque vous le traquez à travers le monde. Vous tentez de le kidnapper en Turquie, vous tentez de le kidnapper en Espagne, vous tentez de le kidnapper en Belgique, vous le traquez partout, lui et ses compagnons. Vous mettez en place un mandat d'arrêt international contre lui. Ce n'est pas une main tendue. M. Ouattara a un seul projet, M. Sidibé. Son projet est simple. Confisquer la Côte d'Ivoire pour lui, son clan, et les intérêts du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. C'est ça le projet. Guillaume Kiwafori Soro, dans ces conditions, ne peut pas faire confiance à l'hypocrisie de la soi-disant main tendue d'Alassane Dramane Ouattara, dans laquelle il faut voir un couteau bien aiguisé. Ce qui est constant à la date d'aujourd'hui, c'est Alassane qui est le président de la Côte d'Ivoire. Est-ce à dire, professeur, que le retour de Guillaume dans ces conditions-là que vous venez de citer, le retour de Guillaume en Côte d'Ivoire n'est finalement pour demain, n'est pas pour demain? Pour nous, M. Ouattara n'est pas le président de la République de Côte d'Ivoire. Il est un régent inconstitutionnel. Il a violé la Constitution, il a organisé une mascarade électorale. C'est un dirigeant illégitime. Génération et Peuple Solidaire, le mouvement dont le président Guillaume Soro est président et dont je suis membre, ne reconnaît pas la légitimité de M. Ouattara. C'est le peuple ivoirien qui doit arracher sa liberté, organiser le pardon, la réconciliation, réorganiser le jeu politique et choisir librement ses dirigeants. Nous ne comptons pas sur M. Ouattara pour avoir une carrière politique en Côte d'Ivoire. Nous comptons sur la lutte du peuple ivoirien, notre propre lutte. Donc, en vous écoutant, on a l'impression que Guillaume n'est pas prêt à négocier son retour en Côte d'Ivoire comme d'autres l'ont fait avant lui. Mais Monsieur Sidibé, le 23 décembre 2019, Guillaume Soro décolle de l'aéroport du Bourget dans un avion spécialement affrété pour cela pour rentrer en Côte d'Ivoire. Lorsque l'avion arrive sur le ciel d'Abidjan, du GATL, Alassane Dramane Ouattara ordonne de faire sortir les armes les plus effrayantes. Il menace d'abattre l'avion. Guillaume Soro est obligé de rebrousser chemin. Guillaume Soro n'a pas fui la Côte d'Ivoire. Quand il a voulu rentrer, M. Ouattara l'en a empêché. Donc, M. Ouattara devra en réalité avoir débarrassé le plancher pour que le peuple ivoirien assume pleinement sa souveraineté. C'est ce que nous pensons. M. Sidibé, prenons date. Nous sommes aujourd'hui le 31 décembre 2023 sur la terre des hommes. M. Ouattara quittera le pouvoir, le peuple ivoirien reprendra sa souveraineté. Nous vous savons très proche de Guillaume Soro. À quand remonte votre dernière conversation avec l'homme? Le président Guillaume Soro est non seulement le leader de notre mouvement ivoirien, mais c'est un ami et un frère. Alors, les conversations qu'il y a entre les amis et les frères, elles restent entre eux. Je ne parle pas de la teneur, de la date. Les dates des conversations entre les amis et les frères restent entre eux. Où se trouve actuellement Guillaume Soro? À Bamako, à Niamey ou à Ouaga? Il se trouve à Bamouania. Bamouania. Ça, c'est un village du Cameroun. Bamouania, c'est la synthèse de Bamako, Ouagadougou et Niamey. Professeur, dernier mot avant de nous séparer. Écoutez, je suis très heureux de l'entretien que nous avons eu. Je salue les téléspectatrices, téléspectateurs et les auditeurs de Renouveau FM. J'appelle les peuples africains à continuer ce processus d'éveil et à s'inspirer de l'effort des peuples maliens, burkinabés et nigériens pour étendre la révolution de la souveraineté africaine à toutes les régions. Nous attendons l'Afrique centrale dans le club des pays en quête de souveraineté radicale. Nous avons besoin de ces deux poumons pour redresser le continent. Professeur, merci d'être venu. Merci, merci. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Dimanche Invité, qui recevait comme invité le professeur Franklin Nyamsi. Il est président de l'Institut de l'Afrique des Libertés. Il est également panafricaniste et écrivain. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté de la Côte d'Ivoire. Au revoir.